IDFM 98 de la bande FM Radio Anguin. Bonsoir à toutes et à tous. En direct par téléphone avec Christian Roche, qui est né en 1947, qui a été chirurgien dentiste. Il a pratiqué des méthodes alternatives comme l'homéopathie, l'acupuncture, avant de se recentrer sur la vie spirituelle. Passionné par les textes sacrés, il donna pendant des années des conférences sur les clés de lecture de la vie. En septembre 2010, un accident de moto met fin à son activité professionnelle. Immobilisé, il fonde la revue Reflet en 2011. Donc je disais qu'en juillet 2012, on vous trouve un cancer bidulo. C'est pas vraiment, c'est drôle ces mots, un bidulosarcome du cardia. Bidulo, c'était parce que j'ai pas très bien compris ce qu'il me disait, mais en fait c'était un adénosarcome. Alors, on vous découvre ça, hein, quand même d'une longueur de 6 cm le long de l'ésophage jusqu'à l'entrée de l'estomac. On peut pas dire que c'est des cancers en général qui ont un pronostic qui est pas génial. Ah non. Vous étiez plutôt à l'époque porté à vous taire, vous dites, hein, estimant a priori que vous n'arriveriez pas à vous faire comprendre, et vous vous demandez au tout début du livre, alors pourquoi écrire et surtout... La première chose que je trouve important à dire, c'est que à travers cette épreuve du cancer, la vie m'a amené à faire une visite de moi-même extrêmement approfondie et aussi une visite de l'ordre des choses. On pourra en parler, mais ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que j'ai un passé à la fois personnel mais aussi médical qui était extrêmement porté sur les traitements naturels et les médecines alternatives. Avant, j'étais chirurgien dentiste et dans mon cabinet, je pratiquais couramment l'homéopathie, l'acupuncture et plein de médecines holistiques. J'ai même le souvenir qu'il y a pas mal d'années, avec un ami du groupe santé d'Annecy, on avait organisé des cours pour les médecins sur les traitements alternatifs du cancer. Or, l'amusement, c'est que mon cancer a commencé par un premier signe qui a été une paresthésie du bras gauche. C'est un genre de fourmillement douloureux. Et tout de suite, parce que c'était un week-end, je connaissais un naturopathe qui avait une très très bonne réputation et je me suis précipité chez lui. Puis il m'a dit, bon, mais ça c'est un problème d'alignement de l'atlas et de l'axis, je vais vous remettre ça en place tout de suite. Or, ça n'a eu aucun effet. Alors après, je suis allé voir un professeur de neurologie sur le conseil de mon médecin traitant. Il m'a dit, ça doit venir d'un problème de la colonne vertébrale, d'une hernie. Je peux vous opérer. Et je dis, alors ça va me guérir, ça ira bien. Peut-être. Donc, vous voyez, ni du côté des médecines alternatives, ni du côté des médecines officielles, j'avais de signes francs sur le traitement des symptômes de l'époque. Je me suis tourné vers un bon ami homéopathe qui m'a donné des traitements, qui m'a rien fait. Il m'a envoyé chez le meilleur acupuncteur à l'époque, j'habitais la région de Dijon, ça ne m'a rien fait. Et au contraire, j'avais de plus en plus de mal à avaler. Et finalement, le médecin acupuncteur m'a envoyé chez un magnétiseur. Et pendant que j'étais en train d'être soigné chez ce magnétiseur, j'ai eu un zona facial qui s'est déclaré. Alors là, j'en pouvais plus de toutes ces médecines qui ne solutionnaient rien du tout. Je suis retourné voir mon généraliste. Il m'a donné un traitement extrêmement classique. Et en 8 jours, mon zona a passé. Mais là, je lui dis, mais écoutez, il faudrait qu'on s'occupe sérieusement de mon problème pour avaler, quoi. Et il m'a envoyé chez un gastro-entérologue. Le diagnostic a été fait en quelques jours de ce fameux adénosarcome. Mais tout ce qui s'est passé avant, ça a quand même duré 6 mois. Vous aviez du mal à déglutir, c'est ça? Oui, et de plus en plus, j'avais du mal à avaler. Alors,
pour moi, j'interprète ça maintenant, même assez rapidement, comme si la vie me disait, bah, écoute, tu ne peux pas avoir confiance dans les traitements naturels et les médecines alternatives, mais pas plus dans la médecine officielle. C'était un peu ça le message que j'ai entendu. Et petit à petit, cette voix intérieure me disait, mais ta confiance, il faut que tu la mettes d'une manière beaucoup plus élevée, il faut que tu la mettes, ta confiance dans la vie, que tu mettes ta confiance en Dieu en quelque sorte. Et donc, c'est le fait que j'ai eu ces problèmes, fait que je suis rentré dans un processus de compréhension de ce cancer. Qu'est-ce qu'il voulait me dire ce cancer? Et le point de bascule là-dessus, ça a été lorsque j'ai eu une chimiothérapie préopératoire et qu'à la deuxième séance, je suis rentré dans un état extrêmement grave où j'ai cru mourir. Donc pas mourir du cancer, mourir de la chimiothérapie. Et en même temps, ce moment-là a été extrêmement important parce que je suis rentré dans une contemplation de l'ordre des choses, du moment autour de la mort, et qui fait qu'après je n'ai plus peur de la mort. Voilà comment les choses ont démarré. Hein. Ok, donc vous dites que quand le médecin vous annonce ça, c'est pas bon, et qu'après un temps de silence, il vous dit j'envoie les prélèvements au labo, voulez-vous que je vous appelle dès que j'ai les résultats? Ça, vous dites ce fut le premier instant où l'idée d'un cancer germa dans ma tête, je n'y avais jamais pensé auparavant. La seconde pensée fut pour Dieu, j'accepte, ainsi soit-il. Je gardais mon calme. Et en même temps, avant d'avoir les résultats, vous n'avez absolument rien changé de votre façon de vivre. Oui. Vous avez continué à donner, à honorer votre planning en attendant les résultats et à continuer d'animer des groupes de recherche sur les civilisations. Pour comprendre, parce que j'imagine que c'est surprenant pour les auditeurs, mais moi j'étais quand même préparé à ça. Ça faisait 26 ans que j'étais dans un chemin spirituel, dans une voie spirituelle fondée par Bernard Monteau, selon l'enseignement de Guy Tamalas. Et 2 ans auparavant, j'avais eu un grave accident de moto, dont on parlait tout à l'heure, qui m'a immobilisé pendant 3 mois. Et dès cet accident de moto, j'étais dans cette acceptation de la vie, de ce qui m'arrivait. Parce que le résultat de cet accident de moto, c'est qu'il m'a fait changer de vie. Il m'a fait passer de chirurgien dentiste en 5 minutes, hein, à donc fondateur d'une revue. Et donc ma vie, elle a complètement changé et je peux que remercier cet accident de moto. D'accord. Donc ce qui fait que quand le gastro-entérologue me dit c'est pas bon et que je comprends que c'est très grave, là aussi je peux me tourner vers Dieu en disant bon ben j'accepte ce qui arrive et je ne sais pas si je vais vivre ou mourir, mais voilà, je vais essayer de vivre ça le mieux possible. Alors quand vous rencontrez Bernard Monteau, on aura sûrement l'occasion d'avoir une émission avec lui dans quelques temps. Vous le rencontrez en même temps que votre femme, oui. Tous les deux, et vous dites que sa rencontre, c'était un peu comme le feu qui a 2 composants, la chaleur et la lumière, incarnée chez les humains. La chaleur donne l'amour et la lumière, le sens. Vous avez été séduit par le sens et votre femme, elle a été séduite par l'amour. Oui. C'est-à-dire que tous les deux, vous avez ressenti une complémentarité avec l'enseignement de Bernard Monteau. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez un peu de Guy Tamalas. Que vous avez... Alors, Guy Tamalas, c'est grâce à Bernard Monteau que j'ai rencontré Guy Tamalas, parce que lui-même l'avait rencontré. Là, je vous parle de temps qui sont assez anciens, parce qu'elle est morte en 92. J'ai rencontré Bernard Monteau, donc c'était en 86.
Et lui-même avait rencontré Gita Malas 2 ans auparavant, pas plus. Il ne savait même pas qu'elle était encore vivante. Il avait lu le livre Dialogue avec l'ange, mais il pensait qu'elle était morte. Et puis il a eu l'occasion de la rencontrer, et elle est devenue son maître spirituel. Et de ce fait-là, très rapidement, quand j'ai commencé mon chemin dans l'association Artas, j'ai rencontré Gita Malas, et d'une manière un petit peu astucieuse, pour pouvoir la rencontrer aussi souvent que je le souhaitais, je lui ai dit, je vais faire un index de dialogue avec l'ange, un index très perfectionné, et comme ça, ça sera pratique. Oh, elle m'a dit, Christian, c'est une très bonne idée, et de ce fait-là, je pouvais aller la voir quand je voulais. Et en fait, l'index était un prétexte pour moi d'étudier, dialoguer avec l'ange, et quand il y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans ce texte, qui est quand même assez difficile, j'allais la voir et je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais. Ce qui fait que j'ai eu une relation assez privilégiée avec Gita Malas. Oui. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites à un moment qu'il faut aimer tout, mais bon, on en reparlera peut-être un peu plus. Mais dans le dialogue avec l'ange dit ne l'aime pas lui, avec un grand L, toi aime tout. Et Oui. vous demandez à Gita Malache, quand vous lui avez posé la question, toi, Gita, est-ce que tu aimes tout? Et elle vous a répondu une drôle de réponse. Ah oui, ça vous savez, je m'en souviendrai toute ma vie, mais pas que d'une mémoire comme ça. J'ai en moi l'image de cet instant dans le couloir de sa petite maison, où j'ai même pas attendu qu'on soit assis pour lui poser cette question. Toi, Gita, est-ce que tu aimes tout? Et là, je l'ai sentie se replier sur elle-même. Elle est rentrée dans une espèce de silence. J'en étais gêné de la voir comme ça. Et tout d'un coup, elle a brandi un bras vers moi. Elle a dit, moi, je ne peux pas, parce que j'ai connu le nazisme et le communisme. Mais toi, Christian, et vous pouvez tout aimer. Alors ça m'a extrêmement frappé. Ça m'a frappé au point que pendant 2 jours, j'ai été un peu capable de tout aimer. Pendant 2 jours, mes patients, je les regardais avec d'autres yeux, je les accueillais, mes enfants, mon épouse, tous les voisins. J'étais dans un état d'amour qui a duré 2 jours. Mais c'est déjà pas mal, parce que ça m'a donné la nostalgie de cet état qui est possible. Voilà, c'est Loulou qui chante Les gens qui doutent, une chanson d'Anne Sylvestre sur l'antenne d'IDFM, et on va retrouver tout de suite, incessamment sous peu, Christian Roche pour le cancer, un tremplin vers la vie. Mon Dieu, oui, c'est le mot du début et celui de la fin, et aussi celui du milieu, car le fil que l'on suit tout au long de ce récit est bien cette foi incroyable en Dieu qui anime Christian Roche au long de chaque étape de sa maladie, qu'il vit avant tout comme une guérison profonde de son être. Vous êtes toujours là, Christian Roche? Oui. Alors, on a vu en première partie un peu que vous découvriez votre cancer. Vous dites dans votre livre qu'il y a différents types de comportements à l'annonce d'un cancer. Vous n'avez pas dit lesquels, mais en tous les cas, vous avez parlé du vôtre, la vôtre, le vôtre. C'est la catégorie spirituelle. Vous pensez que Dieu ne veut aucun mal, que vous avez une épreuve à vivre. Vous vous demandez pourquoi et comment aussi quand même. Hein. Oui, le comment, il s'est fait un petit peu par la force des choses. Oui. Vous savez, après que j'ai failli mourir, 1 mois après, j'ai été opéré. Je suis resté 1 mois en chirurgie post-opératoire et après, j'ai eu encore 5 mois de chimiothérapie. Et pendant ces 6 mois, j'ai appris à ouvrir les mains pendant les traitements, pendant qu'on me faisait des choses douloureuses, à pouvoir accueillir la douleur. L'accueillir, c'est, mais qu'est-ce qui se passe précisément dans mon corps à cet endroit-là? Par exemple, je suivais le parcours des chimios dans mon corps. Où est-ce que ça chauffait? Où est-ce que ça brûlait? Est-ce que ça faisait ça? Donc, accueillir la douleur en ouvrant les mains.
Mais en même temps, me paraissait très important, c'est d'avoir des yeux gentils pour le personnel, des yeux gentils pour les autres malades. Et quand les infirmières se font souvent rabrouer parce que les traitements sont douloureux, moi j'essayais de leur dire « Et vous, comment ça va, vos enfants, la famille ?» Et au lieu d'être tourné vers ma souffrance, je me retournais vers leurs problèmes, aux aides-soignantes, aux infirmières et même aux médecins. Ce qui fait qu'on rentrait dans une espèce d'intimité où la douleur n'avait plus d'importance. On était dans une espèce de connivence. Et pendant ces 6 mois, je dirais que j'ai aussi appris à remercier le ciel, mais remercier aussi carrément le personnel. Chaque fois qu'on me faisait des soins, de bien penser à être tourné vers la personne, à remercier aussi la médecine, parce qu'on ne se rend pas compte des possibilités de la médecine moderne. Remercier les médicaments, même si ce n'était pas agréable, mais aussi remercier, vous savez, la sécurité sociale, parce qu'on n'imagine pas la chance qu'on a en France d'avoir une gratuité des soins dans des circonstances pareilles. Donc voilà, 6 mois qui m'ont permis de devenir meilleur. Et en devenant meilleur, en même temps, j'ai eu accès au sens de ce cancer. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Oui. Alors vous dites, depuis le cancer, c'est la foi qui m'a permis déjà de ne pas succomber au choc de l'annonce du cancer, puis aux douleurs physiques des chimios, à l'opération complexe, à l'épuisement du traitement post-opératoire, au regard que votre entourage se met à porter sur vous. Ils voient un mourant. Et vous dites un peu plus loin que vous devez remettre votre confiance en Dieu. Vous ne devez pas penser à des produits miraculeux, puisque beaucoup de personnes vous disent il faudrait essayer ça, il faudrait essayer ça. Vous dites non, c'est en Dieu que j'ai confiance. Et vous acceptez le protocole IPEC-GC qui vous permet de participer à une étude sur les adénocarcinomes gastriques. Comment vous vous êtes senti? C'est un peu comme si vous étiez un cobaye. Oui, mais du fait que avant, j'avais compris que je ne pouvais pas mettre ma confiance dans aucune médecine, ni alternative, ni officielle. Après, je m'en suis remis à Dieu. Et puisqu'on me disait de faire ça, eh bien, j'ai accepté de le faire. Et quel que soit ce qui allait arriver, comme j'ai failli mourir, je ne suis pas mort. Et au contraire, que ça a été une grande expérience, ce moment-là. Après, j'étais dans l'acceptation. Si Dieu veut que je vive, je vivrai. Si Dieu veut que je meure, je mourrai. J'étais dans cette espèce de simplicité où, voilà, je suivais où la vie voulait m'emmener. Oui, vous dites que dans le soin, c'est l'amour qui compte. Dans le soin, c'est l'amour qui compte. Et c'est de la manière dont on reçoit le traitement qui fait que le cancer peut être vaincu. Et vous n'allez pas vaincre le cancer, puisque vous lui faites pas la guerre. À la rigueur, vous l'aimez, ce cancer, qui va vous permettre de grandir. Oui. Oui, très vite, je me suis aperçu que lutter contre, c'était pas pour moi la meilleure méthode. Parce que toute mon histoire, je suis un peu d'une nature rebelle, coléreuse, et je luttais contre tout. Et là, je me suis dit, mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est au contraire d'accepter, de dire oui à ce que je ne peux pas changer. Et donc, ça m'a emmené vers cet état de compréhension de ce qui m'arrivait. De tout ça. Vous êtes toujours là? Oui. Alors, vous dites que le cancer le cancer vous a servi à préférer le camp
d'aimer, du verbe aimer, et pas seulement dans le domaine de la santé, à votre 4e chimio, où pour la première fois vous envisagez la proximité de la mort, et là vous le dites, vous acceptez, vous êtes pas d'abord parce que vous n'êtes pas en état de lutter, et quand j'ai lu ça, que vous acceptez à la rigueur de mourir, je me dis aussi que le fait d'accepter de mourir, comme les cellules cancéreuses, ce sont des cellules un peu qui veulent pas mourir, c'est peut-être quand même pas mal hein, d'accepter la mort, ça peut permettre aussi d'accepter la mort des cellules qui sont cancéreuses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, c'est bien possible. Alors, il y a ce passage où vous avez de la fièvre, 40 degrés, et là, vous faites... c'est pas un rêve, vous êtes éveillé. Je pense que vous êtes entre deux mondes. Hein. Un peu plus loin, vous dites que l'ange de la mort n'a pas pu vous prendre. Mais là, donc, ça se passe en 3 volets. Il y a l'histoire de votre moi. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, définir ce qui s'est passé au moment où vous avez failli passer de l'autre côté, avec ces 3 volets sur l'histoire du moi, l'utilisation du moi et le parchemin de feu. J'entends mal. Vous savez, c'est un moment qui a été très difficile parce que c'était comme si en moi il y avait des disjoncteurs de chaque grande fonction qui se fermaient. Et mon épouse, qui est restée le plus tard possible le soir, on s'est dit au revoir d'une manière qui était pas spectaculaire, pas du tout, mais qui était d'une profondeur parce qu'on n'était pas sûr de se revoir le lendemain matin. Et là, après, dans cette espèce d'état où toutes mes grandes fonctions, c'est-à-dire toutes les grandes fonctions humaines, quoi, je sentais qu'ils s'arrêtaient les unes après les autres, où la vie était de plus en plus faible, j'ai eu des contemplations, moi j'appellerais ça comme ça, de comment est organisé l'ordre des choses. Et ça m'a... Quand après j'ai repris conscience le lendemain matin, certaines choses j'en ai eu le souvenir, d'autres non, mais je sais que j'ai vécu une très grande expérience dans cette fameuse nuit. Bon, c'est expliqué dans votre livre. Hein. Ce qui est expliqué dans votre livre aussi, c'est que vous pensez qu'il y a un fil qui nous relie vers le haut. C'est notre tâche avec un grand T. Et puis celui qui nous relie vers le bas, c'est la prière de tous ceux qui prient. Oui. Et donc l'importance de la prière. Et vous savez, ça, c'est gravé en moi comme on peut voir un tableau d'un peintre. Je me suis vu réellement suspendu à un fil par le haut et un fil par le bas, et la mort qui me tournait autour. Et la mort qui me tournait autour attendait l'instruction de me toucher et j'aurais été mort. Pour ça, il fallait qu'il y ait un des 2 fils qui lâche. Oui. Or, le fil du haut, c'est le fil de ma tâche sur Terre. Alors la tâche, c'est un terme qu'utilisait Gita Malas, qui veut dire ce qu'on a à faire sur Terre, notre utilité sur Terre, notre mission, comme peuvent dire les chrétiens. On a chacun une place unique à accomplir sur Terre. Et moi, j'avais commencé à l'accomplir depuis l'accident de moto qui m'avait fait quitter mon métier et créer la revue Reflet, parce que la revue Reflet, elle a une originalité, c'est qu'elle essaye de dire les choses en vérité, sans jugement. Et donc, ma tâche, c'est ce qui me reliait par le haut. Et par le bas, ce qui me reliait, c'était la prière de mes amis, de la famille, de ceux qui m'aimaient. Et ces 2 fils ont tenu. Et je crois que c'est ce qui fait que je suis resté vivant, que la mort n'a pas pu me toucher. Vous dites qu'avec c'est un tableau, c'est une image. Oui. Mais je l'ai vraiment vécu comme ça, oui. Alors vous dites aussi, juste après, qu'avec le recul, vous dites, je sais que l'expérience que j'ai vécue cette nuit-là diffère d'une NDE,
d'une expérience aux frontières de la mort. Je ne suis pas mort. J'ai vu défiler mon histoire, mais très vite. Je n'ai pas vu de couloir de lumière. J'ai seulement eu des contemplations sur moi, sur l'ordre des choses, sur la vie dans l'univers. Au seuil de la mort, j'ai ressenti l'amour avec lequel j'aurais été accueilli de l'autre côté. Immense, comme pour ceux qui font des NDE. Cet amour donne envie d'y aller, si bien qu'aujourd'hui, je ne redoute plus la mort. Je sais que je suis restée sur terre parce que ma tâche n'était pas finie, sinon le fil aurait été rompu. J'ai encore à agir sur terre. Et l'autre enseignement que vous avez appris, si important, c'est donc la force de la prière. Et ça, c'est vraiment important Oui. de prier pour ceux qu'on aime. Ah oui. Prier pour les autres, prier pour tous ceux qui sont dans une situation difficile et prier d'une manière la plus nominative possible. Vous voyez, vraiment se représenter la personne, être vraiment avec elle, c'est une efficacité qu'on n'imagine pas, que je n'imaginais pas avant. Mais quand j'ai vu l'image de ce fil qui me reliait à la terre grâce à la prière, et que la solidité de ce fil qui me reliait a été si important pour que je survive, moi j'ai plus de doute sur l'efficacité de la prière. Par contre, on continue de dire qu'il ne faut pas combattre le cancer. Je n'ai pas à combattre ce cancer, je l'ai aimé car c'est un cadeau, je l'ai aimé car il est moi, il est dans mon corps et il est mon corps. Donc quand on dit qu'on combat la maladie, c'est pas votre cas. Ne pas combattre. Alors il y a aussi ce passage de cette nuit infernale dans votre hôpital où toutes les infirmières sont surchargées, où ça, et il y a des bruits de partout, tout le monde appelle, il y a des bips qui se déclenchent tour à tour, il y a personne, enfin, il y a cette nuit un peu d'horreur, on peut dire, où tout le monde doit paniquer parce que c'est un endroit un peu. C'était la panique complète. C'était la panique complète parce que donc dans le service là, tout à rythme régulier, il fallait remplir les perfusions. Et donc, il y a un bip qui se déclenche dans la chambre et puis dans la salle des infirmières. Et bon, ça s'échelonne. Mais là, tout d'un coup, ça a été un bruit formidable parce que les infirmières ne venaient pas. Et quand votre truc est arrêté, que l'infirmière ne vient pas, très vite on prend peur, on sent la douleur qui augmente, on est mal. Et comme ça se répandait dans toutes les chambres, ça a créé une atmosphère de panique. Et là, à cause de cette atmosphère, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'anormal. Et je me suis dit, mais moi, je suis pas trop mal finalement, je peux attendre. Et de rentrer dans ce calme m'a fait rentrer dans une perception de tout ce qui se passait dans ce service. Et j'ai senti que les infirmières étaient débordées parce qu'elles devaient avoir affaire à une situation d'urgence qui s'est mal finie. Elles ne l'ont pas dit parce qu'elles n'ont pas le droit de le dire, mais je l'ai senti, puis après je l'ai vu dans leurs yeux après. Et donc les autres malades n'étant pas soignés, ça criait de partout. Ça criait de partout. Donc c'était vraiment une situation très très difficile. Et voilà, comme j'avais réussi à me calmer, à comprendre ce qui se passait, quand les deux infirmières sont arrivées pour me soigner, j'ai pu leur dire, mais allez vous occuper de ceux qui sont plus mal que moi, je peux attendre, c'est pas grave. Oui, alors vous y revenez encore, vous dites que vous n'êtes absolument pas dans un esprit combatif, je ne mène pas un combat contre quoi que ce soit, je me suis battue la plus grande partie de ma vie contre, oui. Il y a 3 petits points, la vie. Pourquoi dites-vous que vous êtes battue la plus grande partie de votre vie contre la vie? Après, c'est ce que j'ai de plus en plus découvert après avec ce cancer, c'est que je suis d'une nature colérique, d'une nature un peu soupolée, et que très vite je pars dans les tours. Et donc ce qui fait que dès qu'il y a un truc que je prends de travers, je réagis d'une manière assez violente. Voilà, c'était ça mon
mon fonctionnement. Oui, vous dites que vous êtes un criseux. Ce cancer, il est là justement pour m'enseigner à prendre les choses autrement. Au lieu de me mettre en colère, de les recevoir, d'essayer de les comprendre. Comme j'essayais de comprendre ce cancer, ouais. Oui, vous dites que vous étiez, je ne sais pas si vous l'êtes encore, un criseux. Oui, c'est ma nature profonde, oui. Alors le cancer, vous dites aussi que c'est faire l'expérience de la vieillesse extrême. Vous êtes resté quand même pas mal de temps. Et aussi un bon éloge du lit à un moment dans votre... Oui. dans votre oui, parce que j'ai passé du temps. Hein. Oui, et alors, on a la clé pour ceux qui liront le livre de savoir pourquoi cette localisation au niveau du cardia. On ne le dira pas, les gens ont qu'à lire le livre, mais vous dites que chacun en naissant arrive dans la vallée des larmes. Et là, je pense que c'était au moment où vous en avez parlé tout à l'heure, quand votre femme vous quitte, là, avant cette nuit infernale, vous vous apercevez que vous êtes aimé. C'est une certitude avec le sentiment aussi que vous vous aimez aussi. Puisque tout est une histoire d'amour, d'amour qu'on n'a pas assez donné, y compris à soi-même, vous vous apercevez quand même que vous êtes aimé. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Oui. Avec votre femme, je pense. Hein. Et vous savez, avec le recul, je ne peux pas regretter ce cancer parce qu'il m'a fait progresser en amour. Il m'a fait progresser en amour pour moi-même, mais il m'a fait progresser en amour pour l'humanité, pour les gens que je rencontre, pour l'aide que je peux apporter, ma petite part d'aide que je peux apporter sur Terre. Et ça a été un énorme progrès intérieur. J'ai payé le prix, mais n'empêche que ça en valait la peine. Parce que ce que je peux dire. Ok, on fait la dernière pause avant la fin. Je voudrais rajouter, parce que oui, allez-y, excusez-moi. Que l'amour de mon épouse a été extrêmement important aussi dans cette traversée. Je ne suis pas sûr que tout seul, sans son soutien, j'aurais été capable de prendre les choses comme ça. Ouais. Mais mon épouse a été un soutien indéfectible pendant toute cette maladie. Elle m'a aidé, mais vous savez, concrètement, à me choyer, à me faire comme je pouvais manger, juste ce qu'il fallait, exactement ce qui me faisait du bien, quoi. Oui. Elle a été d'une aide extrêmement importante. Voilà. On veut bien. Ça a renforcé notre lien entre nous, d'ailleurs. On fait la pause ? Oui. Et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Voilà, c'est Selena Sophia, ça s'appelle Ta Métamorphose sur l'antenne IDFM sur le 98 de la bande FM. On termine cette émission avec Christian Roche, le cancer, un tremplin vers la vie. Alors dans son livre, il vous explique comment il se bat pour ne pas garder sa chambre d'implantation, oui, qu'on veut lui laisser. Il parle de la souffrance, à partir de quoi se dépasse-t-on et à partir de... Et est-ce qu'il va être capable de supporter cette souffrance ? Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de la fin du livre. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Christian Roche ? Dites que votre petitesse est toujours la même. Oui, mais ce qui a changé, c'est que j'ai découvert que ce n'était absolument pas la nourriture qui était la cause de ce cancer. Que ce cancer, sa cause première, c'était tous mes agacements qui restait coincé dans ma gorge, dans le tube, dans l'œsophage, et que je recrachais, quoi, en quelque sorte. Et que ce qui allait me guérir, c'était de m'occuper de mes agacements. Pas de la nourriture que je mangeais, mais de tout ce qui m'agaçait. Et les événements qui apparemment peuvent m'être désagréables, au lieu de m'en agacer, pareil, de les accueillir, de les comprendre et de ne pas lutter contre, de les recevoir avec miséricorde, c'est-à-dire de m'accorder la misère de ma souffrance, la misère de mon cœur. Alors, donc, oui. Ça a été les 6 mois de traitement post-opératoire où j'ai essayé d'ouvrir les mains, d'accueillir la douleur. C'est ce que ça m'a amené
c'est de comprendre que la cause première, c'était mes agacements intérieurs qui étaient la cause de mon cancer. Oui, vous dites aussi que depuis, vous avez des organes d'essence augmentés. Oui, des organes d'essence augmentés, ça veut dire que quand je regarde quelqu'un, à la fois, je vois comme tout le monde son aspect extérieur, mais je sens aussi son fonctionnement intérieur et sa souffrance. Et pendant la deuxième partie, vers la fin de mon traitement, où j'étais vraiment tous les jours dans cette situation d'avoir les yeux gentils et les mains ouvertes, je voyais vraiment le fonctionnement des gens. Après, petit à petit, j'explique aussi, je suis revenu à la vie normale et ce fonctionnement a un petit peu disparu. Mais quand même, il en reste quelque chose. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça m'a amené? Je m'occupais déjà donc de la revue Reflet, où j'animais une équipe. Et pendant la maladie, donc on en parlait tout à l'heure, vous savez, le fil du haut, c'était celui de ma tâche. Ma tâche, c'était Reflet. Et c'était assez étonnant parce que le rythme des chimios, c'était toutes les 2 semaines. 2 jours à l'hôpital, 1 jour avec un traitement ambulatoire, et après, il fallait encore 8 jours de récupération, où je pouvais rien faire que de rester au lit, hein, tellement j'étais mal. Hein. Et puis, vers le 11e jour, j'émergeais un petit peu, et là, mon épouse m'assaillait littéralement en me disant: est-ce que tu pourrais pas corriger cet article? Est-ce que tu pourrais pas écrire là-dessus? Est-ce que tu pourrais pas faire ci? Est-ce que tu pourrais pas faire ça? Et pendant ces 3 jours, j'avais une lucidité extraordinaire. Je pouvais écrire un article sans une rature. Je voyais les choses avec beaucoup de netteté, et c'est la force de la tâche qui m'aidait à supporter les traitements. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est peut-être la chimio aussi, parce que peut-être qu'elle agit quelque part à un niveau donc on ne connaît pas, en dehors du fait qu'il y a les nausées, il y a tous les problèmes secondaires. Il y a peut-être quand même des choses intéressantes dans cette chimio. Il y a peut-être des points positifs. À me guérir, j'espère bien. Mais c'était quand l'effet de la chimio se finissait que j'avais accès à cette capacité de dépassement de moi-même, ouais, pour écrire, pour corriger, enfin, de m'occuper de reflets. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que j'ai senti que m'avait apporté en amour, en capacité, ce cancer, je ne pouvais pas le garder que pour l'équipe de reflets. Et depuis peu de temps, donc j'ai éprouvé le besoin de faire partager cette connaissance à d'autres à travers l'écriture, parce que depuis la création de Reflets, on a mis au point une méthode pour traiter les événements sans jugement. Sans jugement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on perçoit un événement avec nos organes d'essence, il y a forcément un bon et un méchant, j'aime pas, un bourreau, une victime. Et ça, c'est le niveau journalistique habituel qui joue sur l'émotion. Or, on peut dépasser ce niveau émotionnel quand on se connaît soi-même, quand on sait quelle émotion ça met en jeu en nous, liée à notre histoire, on peut l'apaiser. Et on rentre dans ce processus de miséricorde pour les deux camps. Et en rentrant dans ce processus, on a accès au sens des choses. Comme j'ai pu avoir accès au sens de mon cancer, les événements extérieurs, je peux avoir accès. Et cette méthode, donc maintenant, je commence à l'enseigner en dehors de l'équipe de rédaction. Si bien que, d'ailleurs, c'est dans la fin de cette semaine qu'il y aura lieu le premier week-end d'écriture Reflet, le 20 et 21 octobre à Paris.
D'accord, ça se passe le 20 et 21 octobre, donc c'est bientôt. Oui, c'est très bientôt. C'est à Paris, donc dans une très jolie salle, la salle Artazen. Et c'est depuis le samedi après-midi jusqu'au dimanche, le samedi matin jusqu'au dimanche après-midi. Et comment on fait? Je vais emmener des gens à travers l'écriture, à la fois à se connaître et à se dépasser. Et comment on fait quand les gens que ça intéresserait, comment ils font pour vous retrouver? Alors, il nous reste quelques minutes. Hein. Alors, ils peuvent venir le dimanche matin, mais le mieux c'est qu'ils aillent sur le site pour pouvoir écrire à la rédaction. Mais ça a lieu donc salle. Est-ce que vous pouvez nous donner le site, s'il vous plaît? Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner le site, s'il vous plaît? Oui, revue-reflet.org. D'accord. Et là, il y aura toutes les indications hein, sur le www.revue-reflet.org, reflet avec un S. Reflet connaît, oui. Ok. Et revue-reflet, oui. Ok, ben je vous remercie, Christian Roche. Le cancer un tremplin. Eh bien, moi aussi, je vous remercie, malgré les difficultés un petit peu du téléphone. Oui. Là. Oui. Mais voilà, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Le cancer, un tremplin vers la vie. C'est aux éditions d'Hervie. On aurait pu aborder plein d'autres sujets, mais oui, on est un peu coincé par le temps. Une phrase pour terminer l'émission. Il y en avait une dans votre livre. Est-ce que je la retrouve? Vous aimez dire que c'est Dieu qui vous a guéri. Il y avait une phrase aussi qui disait que c'est, je vais la faire un peu facile, mais c'est pas de notre ombre qu'on a le plus peur, mais c'est de notre lumière. Ça, c'est important, hein, d'essayer de voir sa lumière sans en avoir peur. Oui. Notre ombre, c'est notre passé, et nous sommes construits que notre accomplissement, notre futur nous fait un petit peu peur. Et il faut un peu de courage pour aller chercher volontairement le meilleur de nous-mêmes et notre accomplissement. Oui. Merci beaucoup, Christian Roche. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée.